Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à plonger au cœur d'un véritable séisme industriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, car il touche à notre économie, à notre souveraineté technologique et bien sûr à l'avenir des voitures que nous conduisons au quotidien. Nous allons décrypter la situation du groupe Stellantis. Ce géant automobile, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, traverse une période de turbulence sans précédent. Vous avez peut-être entendu parler de certains accords récents ou vu passer des titres dans la presse, mais l'histoire que l'on va aborder aujourd'hui va bien au-delà d'une simple actualité d'entreprise. Nous allons soulever le capot pour regarder ce qui se cache vraiment derrière les annonces officielles. Et je vous préviens, la réalité est fascinante, complexe et parfois un peu inquiétante pour l'industrie européenne. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord poser les chiffres sur la table. Et ces chiffres, ils donnent tout simplement le vertige. En cette année 2025, Stellantis a dû faire face à une réalité financière brutale, en enregistrant une perte nette monumentale de 22 milliards d'euros. 22 milliards d'euros, c'est un gouffre financier qui remet en question la viabilité même du modèle économique européen face à la transition énergétique. La stratégie de Stellantis est en train de prendre un grand tournant et de nombreux changements se profilent à l'horizon. À la tête de ce navire dans la tempête, le nouveau directeur général Antonio Filosa a mis en avant un maître mot pour sa stratégie, le partenariat. Mais la véritable question qu'il faut se poser est la suivante. Avec qui est-il possible de s'allier de manière efficace aujourd'hui pour redresser la barre? La réponse est apparue comme une évidence stratégique, bien qu'elle soit difficile à avaler pour l'orgueil européen, la Chine. Commençons par examiner de plus près le dossier Leapmotor. Au départ, la communication autour de cette marque chinoise était plutôt rassurante. On nous a présenté cette collaboration comme un accord de distribution classique, une manière de commercialiser de sympathiques petites voitures électriques asiatiques sur le sol européen pour répondre à la demande de véhicules abordables. Cela semblait être une alliance de circonstances, inoffensive. Mais la situation a radicalement évolué et s'est transformée en une véritable intégration industrielle. Aujourd'hui, Leapmotor ne se contente plus de vendre ses modèles chez nous, la marque s'installe directement au cœur du système de production européen. Ils vont investir les usines de Stellantis, notamment en Espagne, pour y assembler leurs propres véhicules. Plus impressionnant encore, l'accord prévoit que Leapmotor fournisse sa plateforme technologique, c'est-à-dire l'architecture même du véhicule, pour le développement du futur SUV électrique de la marque allemande Opel. Pourquoi une telle accélération ? Il faut comprendre que les constructeurs européens sont pris en tenaille par la réglementation européenne CAFE, qui impose des réductions drastiques des émissions de CO2. S'ils ne vendent pas suffisamment de véhicules électriques, ils s'exposent à des amendes colossales se chiffrant en milliards d'euros. Face à cette épée de Damoclès, Stellantis n'avait plus le temps, ni peut-être les ressources, de développer une technologie électrique compétitive et abordable en partant d'une feuille blanche. Leapmotor agit donc comme un accélérateur. Mais cela soulève une question fondamentale. Si le châssis, la batterie et les logiciels d'une Opel viennent de Chine, que reste-t-il de l'identité européenne de la voiture? Cette transformation s'observe également à une échelle globale. Penchons-nous sur ce qui se passe sur le territoire chinois, où les équilibres historiques sont en train d'être totalement renversés. Stellantis a décidé de relancer son alliance historique avec le constructeur local Dongfeng. Jusque-là, rien de surprenant. Cependant, la nature de cet accord marque une rupture totale avec le passé. Ensemble, ils vont fabriquer de nouveaux modèles pour les marques Peugeot et Jeep. Mais la subtilité cruciale réside dans la destination de ces véhicules. Ils ne seront pas uniquement produits pour satisfaire le marché intérieur chinois, mais ils sont destinés à l'exportation vers le monde entier. C'est ici que l'on mesure le chemin parcouru. L'époque où l'Europe exportait fièrement son savoir-faire industriel et ses ingénieurs vers la Chine pour leur apprendre à concevoir des automobiles est définitivement révolue. Aujourd'hui, la dynamique s'est inversée de manière spectaculaire. C'est la Chine qui produit et exporte des véhicules arborant le lion de Peugeot pour inonder le reste du globe. Et pourquoi en arriver là ? Au-delà des coûts de production nettement inférieurs en Asie, il faut aborder un sujet délicat qui a profondément fragilisé la position de Stellantis en Europe, la perte de confiance des consommateurs. Le scandale lié au problème de fiabilité du moteur 1,2 PureTech a laissé des traces indélébiles. Des milliers de clients ont été confrontés à des pannes lourdes, ternissant l'image de marque de Peugeot, Citroën et Opel. Cette érosion de la confiance sur le marché domestique a contraint le groupe à chercher la croissance et la rentabilité ailleurs et surtout à s'appuyer sur des partenaires capables de garantir une technologie électrique fiable immédiatement.
Mais s'il y a un dossier qui illustre parfaitement le drame émotionnel et industriel qui se joue actuellement, c'est bien celui de Maserati. Maserati, c'est la cerise sur ce gâteau de partenariat, mais une cerise qui laisse un goût particulièrement amer. Nous parlons ici du Trident, le symbole par excellence de l'artisanat automobile italien, de l'opulence, du cuir pleine fleur travaillé à la main et surtout de moteurs thermiques dont la sonorité rappelle celle des divas d'opéra. Pourtant, malgré ce prestige inestimable, Stellantis serait actuellement en pourparlers avec deux entreprises chinoises, le géant de la technologie Huawei et le constructeur automobile JAC Motors, pour concevoir la prochaine génération de Maserati électrique. La répartition des rôles imaginés dans ce projet a de quoi déconcerter n'importe quel passionné d'automobile. Huawei prendrait en charge tout l'écosystème numérique, les logiciels embarqués et l'électronique de pointe. JAC Motors, de son côté, s'occuperait de l'assemblage physique du véhicule en Chine. Le rôle de Maserati se réduirait alors à dessiner les lignes de la carrosserie et à apposer son célèbre logo sur le capot. Comment une marque avec un tel héritage a-t-elle pu en arriver à envisager une telle solution de sous-traitance extrême? L'explication se trouve, encore une fois, dans les chiffres d'immatriculation. Maserati traverse une crise sans précédent. En 2023, la marque parvenait encore à écouler environ 27 000 véhicules à travers le monde. 2 ans plus tard, en 2025, les ventes se sont effondrées pour atteindre péniblement les 7 800 unités. La gamme électrique actuelle, baptisée Folgore, est pourtant composée de véhicules remarquables sur le plan technique. Le problème est ailleurs. Les clients traditionnels de Maserati n'achètent pas une voiture pour son autonomie électrique ou pour la taille de son écran tactile. Ils l'achètent pour l'âme de la mécanique, pour le frisson procuré par l'accélération et le son distinctif de l'échappement. En passant au tout électrique, Maserati peine à justifier des tarifs dépassant souvent les 150 000 € face à des concurrents technologiques bien plus avancés. De plus, s'associer avec Huawei pose un risque géopolitique majeur. Le marché américain est crucial pour les constructeurs de luxe. Or, les États-Unis sont de plus en plus stricts concernant l'intégration de technologies chinoises dans les véhicules vendus sur leur sol. Une Maserati propulsée par l'électronique de Huawei pourrait tout simplement se voir interdire l'accès au continent américain, ce qui serait un coup de grâce pour la marque. Pendant que Stellantis tente de jongler avec ces défis monumentaux pour maintenir ses marques à flot, les nouveaux géants chinois de la mobilité électrique, à l'image de BYD, observent la situation avec un immense intérêt. Ces entreprises, fortes de leur avance technologique sur les batteries et de leur intégration verticale, regardent les usines européennes de Stellantis, qui tournent parfois au ralenti, comme une opportunité en or. Prenez l'exemple de l'usine historique de Cassino en Italie. Elle est scrutée avec l'appétit d'un prédateur face à une proie vulnérable. Les ambitions ne sont même plus dissimulées. Stella Li, la vice-présidente du groupe BYD, a déclaré publiquement que Maserati représentait une marque particulièrement intéressante. Il n'est pas nécessaire de lire entre les lignes pour comprendre le message implicite. Si les constructeurs européens n'arrivent plus à rentabiliser ou à développer leurs propres joyaux historiques, les conglomérats chinois disposent des fonds et de la technologie nécessaires pour les racheter et les relancer. Du côté de la Chine, on observe cette situation avec un sentiment mêlé d'amusement et de triomphe assumé. Sur les réseaux sociaux asiatiques, il n'est pas rare de voir le groupe Stellantis qualifié de manière peu flatteuse, certains l'appelant même l'alliance des constructeurs en échec. Le constat est sévère, mais il met en lumière un changement d'époque fulgurant. Hier encore, l'industrie européenne dominait sans partage et dictait les standards de qualité, de sécurité et d'ingénierie au monde entier. Aujourd'hui, contraints par des normes environnementales sévères et distancés sur la technologie des batteries et des logiciels de bord, les constructeurs historiques européens doivent se rendre en Asie pour solliciter l'accès aux technologies de l'électrification. C'est dans ce contexte de tension extrême que le 21 mai prochain s'annonce comme une date charnière. Antonio Filosa, le directeur général, aura la lourde tâche de présenter le nouveau plan stratégique de l'entreprise devant les investisseurs et la presse internationale. Le discours sera minutieusement préparé. Il y sera assurément question de créer des synergies innovantes, de forger des partenariats équitables pour préparer la mobilité de demain, et l'accent sera mis sur un avenir radieux et décarboné. La communication d'entreprise fera son travail pour rassurer les marchés financiers. Cependant, au-delà des présentations soignées et des éléments de langage rassurants, la réalité industrielle de fond est beaucoup plus froide et préoccupante.
Ce qui se dessine, ce n'est pas simplement une série d'accords commerciaux transitoires, c'est une transformation structurelle profonde de notre tissu économique. Le risque majeur que beaucoup d'analystes pointent désormais du doigt est de voir la prestigieuse industrie automobile européenne, autrefois fierté de notre continent, se transformer lentement mais sûrement en un réseau de sous-traitants haut de gamme au service des intérêts et des technologies chinoises. Les marques conserveront peut-être leur logo familier et leur nom chargé d'histoire, mais le cœur battant de la voiture, l'innovation logicielle et la valeur ajoutée technologique auront changé de continent. La question n'est donc plus de savoir si la transition électrique aura lieu, mais à qui elle profitera réellement sur le long terme. Les constructeurs européens sauront-ils utiliser ces partenariats comme un tremplin pour rattraper leur retard technologique, ou ces alliances sont-elles le prélude à une perte totale de souveraineté sur notre outil industriel? C'est une interrogation majeure qui va façonner le paysage économique européen pour la prochaine décennie. Je suis très curieux d'avoir votre opinion sur le sujet. Comment percevez-vous l'arrivée de ces technologies asiatiques dans nos voitures européennes? Seriez-vous prêt à acheter un véhicule d'une marque historique européenne en sachant que sa technologie embarquée et ses composants principaux proviennent d'un autre continent? Le débat est ouvert et il mérite d'être posé de manière rationnelle. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route et on se retrouve très vite pour décrypter ensemble une nouvelle actualité du monde de l'automobile et de l'industrie. À très bientôt.